L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique sur Sensation. Plus de 3 mois après le premier tour, les électeurs de 5000 communes françaises vont retourner aux urnes le dimanche 28 juin, dans une semaine, pour élire leur maire. Le déconfinement de la vie démocratique sera alors définitif et acté. Il est déjà dans de nombreuses villes et notamment au Chénéro-Concours. Nous recevons ce soir son nouveau maire, Richard Delepierre. L'hebdo politique. Richard Delepierre, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été élu le 15 mars dernier, il y a si longtemps déjà. C'était alors un autre monde, sans confinement et crise économique majeure. Élu maire du Chénéro-Concours avec 50,44% des voix. C'est très précis. Vous avez devancé celui qui était maire depuis 1989. Philippe Briot. Pour autant, la pandémie du coronavirus est passée par là et vous a empêché d'endosser votre costume. Pendant de longues semaines, vous avez dû attendre le jeudi 28 mai, précisément, jour du conseil d'installation, pour revêtir cette fameuse écharpe tricolore. On va évoquer plus tard ce contexte si particulier dans votre ville, mais déjà une question sur votre état d'esprit pendant ces longues semaines, et puis aussi depuis 3 semaines, depuis que vous êtes devenu maire, comment les choses se passent et s'articulent pour vous ? Alors si on revient sur la séquence du confinement, comme l'ensemble des Français, on s'est tous retrouvés assignés à résidence, à devoir renoncer au nom de l'intérêt général à un certain nombre de nos libertés. Ce qui est évidemment été frustrant, puisque si on se rappelle bien la séquence jusqu'au jeudi qui a suivi l'élection, les conseils d'installation devaient se tenir. Donc, c'était prévu, je crois, pour le 21 mars. Exactement. Pour vous, et donc, le jeudi à 18h, l'annonce du Premier ministre est tombée et le coup près, avec une forme d'incompréhension, puisque les arguments étaient essentiellement sanitaires, mais qu'on avait quand même le droit d'aller faire nos courses dans les supermarchés. Et à l'époque, je rappelle qu'il n'y avait pas de masque et peu de gel. Voilà. Bon, pour autant, la décision du gouvernement, bien évidemment, nous l'avons respectée, nous en avons pris acte, et il n'y a jamais eu de débat sur le fait qu'il ne pouvait pas y avoir de cogestion dans la gestion de la crise. Et donc, à un moment, le choix avait été fait que ce soit les maires en place qui gèrent cette crise. Nous l'avons acté et donc nous avons préparé le confinement. Pour ma part, je suis retourné travailler puisque j'avais à l'époque en charge la gare de l'Est. Donc, j'avais un peu de travail. Oui, vous travaillez à la SNCF. Voilà. Donc, le confinement de la gare m'a pas mal occupé. La gestion des trains sanitaires, un certain nombre d'événements font que, à titre personnel, je n'ai pas manqué d'activité. Pour autant, sur la partie politique, on s'est retrouvé un moment à l'arrêt, comme tout à chacun. Et il a fallu à la fois préserver la cohésion d'un groupe nouvellement élu, mais qui n'avait pas la possibilité de se mettre au travail. Or, c'était quand même notre souhait le plus fort. Et puis, un horizon de temps qui, à l'époque, n'était pas connu. Voilà, donc on a, comme beaucoup d'autres, découvert Teams, Zoom et un certain nombre d'autres outils, et essayé de travailler l'animation, le collectif. La frustration... Ça a dû être très particulier tout de même pour vous, très particulier de continuer d'aller travailler alors que vous aviez sûrement envie d'être il fallait gérer officiellement. Il fallait gérer cette espèce de mise à l'arrêt professionnelle, cette envie très forte de la liste de se mettre au travail, avec bien évidemment impossibilité de se voir, de partager des informations parce que nous n'avions pas accès au service. Et à un moment, il y a eu une vraie frustration de se dire tout ce temps finalement risque d'être du temps perdu, alors qu'en temps masqué, et c'est là-dessus que j'avais interpellé le maire sortant, nous aurions pu préparer notamment l'exercice budgétaire. Il ne s'agissait pas de gérer la crise avec le maire, mais de se dire qu'il y avait des choses qu'on allait avoir à faire en arrivant et qu'on aurait pu travailler en temps masqué. Ça supposait un peu de bonne volonté du maire sortant que nous n'avons pas trouvé. On va évoquer justement ce sujet un peu plus tard, mais depuis 3 semaines, depuis votre prise de fonction effective, à quoi vos journées ressemblent-elles ? Quel est le sujet sur lequel vous travaillez le plus ? Vous parliez du budget pour la commune qui était... Mes journées ressemblent à des tranches de pain d'épices, voilà, donc elles sont extrêmement denses, mais c'est plutôt normal. On a donné la priorité à la prise de contact avec les services, parce qu'un des éléments clés, c'est que le couple élu chef de service fonctionne bien, et là tout le monde avait à se découvrir. Et donc on a vraiment consacré énormément de temps, on a fait près d'une vingtaine de réunions pour que les élus puissent prendre connaissance de l'actualité des services, pour que le nouveau maire aussi puisse prendre connaissance de l'actualité, et avec évidemment en ligne de mire la préparation du budget que nous voterons le 2 juillet. Et donc c'est un acte fort évidemment dans la vie du conseil municipal. Covid ou pas Covid, cet exercice est toujours très contraint l'année de l'élection, parce qu'on aurait dû voter le budget fin avril, donc là il n'y a pas d'effet Covid, ça reste un espèce de 110 mètres haies.
L'effet Covid, c'est qu'il y a un impact budgétaire qui sera significatif. On va en parler aussi. On va en parler. Mais sinon, sur le calendrier, de toute façon, ça aurait été très rythmé. C'est encore plus rythmé parce que nous sommes une équipe très nouvelle, il n'y a que 5 anciens élus et donc il y a beaucoup de choses à apprendre et découvrir. Vous êtes arrivé, vous avez pris vos fonctions au moment où le déconfinement s'accélérait. Oui. Comment la vie sociale s'organise-t-elle au Chénet? Est-ce que les gens reviennent dans les bars, sur les terrasses Alors maintenant qu'on est passé en zone verte, oui, les terrasses et les restos sont de nouveau fréquentés, c'est plutôt une bonne chose. C'est vrai que le 28 mai, on était un tout petit peu avant le 2 juin, donc les premiers travaux pratiques qu'on a eu à faire, c'était l'accompagnement du dispositif 2S2C qui a permis d'accueillir près de 135 élèves supplémentaires dans les maternelles et les primaires et de répondre à l'attente forte des familles qui souhaitaient voir leurs enfants rescolarisés. C'est un dispositif de l'éducation nationale, c'est absolument, ça? Mais 2S2C qui veut dire sport, santé, culture, civisme. Voilà, alors si on la fait courte, c'est des dispositifs assez voisins de ce qui avait été mis en place pour les TAP, si vous vous souvenez de cette opération qui avait eu lieu en 2014. Dispositifs qui en fait permettent d'accueillir au sein de l'école des animations plutôt faites par le service jeunesse, mais dans un cadre scolaire. Et donc, ça soulage les enseignants et ça permet d'accueillir plus d'enfants et bien évidemment de libérer aussi les parents qui, au bout de 9 ou 10 semaines de confinement, avaient aussi besoin soit de respirer, soit de retrouver des conditions de travail ou de télétravail plus acceptables qu'elles ne l'étaient auparavant. Voilà, donc ça, c'était vraiment mis en place très très rapidement et si on est transparent, un peu en avance de phase puisqu'il fallait répondre avant le 25 mai à l'éducation nationale. Donc, on a travaillé un peu en temps masqué pour être au rendez-vous dès le 2 juin. Donc, ça a été vraiment une belle réussite, une belle mobilisation et des services de la ville et de l'éducation nationale pour répondre à cette attente. L'autre élément, à l'époque où nous étions en zone orange, ça a été de donner la possibilité aux restaurants qu'ils souhaitaient, mais ce n'est pas le cas de tous les restaurants, de pouvoir s'installer en terrasse sur la voirie. Certains ne le souhaitent pas, pourquoi? Parce que pourquoi? Oui, parce que les conditions économiques font que même avec quelques tables sur une terrasse, à un moment, pour un restaurateur, ça ne vaut pas le coup. L'un des sujets qui est encore devant nous, c'est le déconfinement réel des salles de restaurant et des terrasses. Alors, il est plus ou moins contrôlé, mais si on lit les textes aujourd'hui, normalement, c'est encore assez contraignant. Et donc, il y a un sujet d'équilibre économique. Quand vous êtes restaurateur et qu'on vous a privé de la moitié de vos tables, à la fin de la soirée, si vous perdez plus d'argent que vous n'en gagnez, vous n'avez pas intérêt à ouvrir. Et donc, ce qu'on constate effectivement, parce qu'on a été voir tous les restaurateurs qui pouvaient être intéressés, c'est que les 2 tiers d'entre eux ont répondu favorablement, mais qu'il y en a un certain nombre qui soit n'ont pas rouvert du tout, soit n'ont pas souhaité jouer cette carte-là, parce que je pense que il y a un bête sujet de réalité économique. Le déconfinement se poursuit encore. On n'est pas revenu à la normale au généraux concours. Non, clairement pas. On le voit. Alors on va le voir. Malgré la réouverture aussi de certains services, la bibliothèque le 4 juin, la piscine bientôt le 29 juin. Oui. Alors vraiment, moi, je porte un discours très volontariste sur le fait qu'en tout cas à la rentrée, on devra vraiment être en mode normal et que dès qu'on a l'opportunité de pousser les murs, on le fait, et donc on le fait avec la bibliothèque, on le fait avec la piscine, on l'a fait avec l'école. Je veux que tout le monde s'inscrive dans un retour à la normale, sauf retour à une alerte sanitaire, mais pour l'instant les voyants sont plutôt ouverts. On va maintenant avoir à se battre avec soit la peur des gens, qu'il ne faut pas sous-estimer, je parle à la fois des administrés et des agents. Il faut vraiment aider et accompagner les personnels à ce retour à la normale et envoyer des signaux qui visent à dire cette période de confinement est quasiment en voie de se terminer. D'avoir un dialogue avec les services de l'État pour adapter les règles, parce que, pour reprendre le sujet de retour à l'école obligatoire dans quelques jours, pour l'instant, la distanciation est toujours de mise, donc faire entrer 30 élèves dans une classe... Le protocole est tout de même orthogonal. Oui, pas tellement. Enfin, le protocole fait qu'aujourd'hui, s'il faut respecter la distance d'1 mètre, ce qu'on a reçu tout à l'heure au courrier, rentrer 30 élèves dans une classe normale avec 1 mètre de distance... Alors je rappelle que l'émission est diffusée dimanche, nous on enregistre mercredi 17 juin. Lundi, vous serez prêt à accueillir tous les enfants on va se mettre chez les Courtois, je crois. Chez les Courtois, voilà. On va se mettre en situation de les accueillir tous et puis on va être pragmatique sur la manière de mettre en œuvre les protocoles sanitaires. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on procède de manière générale, mais c'est vrai que de temps en temps, il y a... c'est combien d'élèves d'habitude que vous accueillez sur le territoire communal? Est-ce que vous le savez précisément? Il y a environ 2000 élèves. Voilà. Vous serez capable lundi d'accueillir 2000 élèves? En tout cas, vous l'espérez. Les enseignants, le personnel communal sera au rendez-vous. Après, je n'ai pas la maîtrise du personnel enseignant. Normalement, l'un des obstacles forts à une reprise normale, c'est la garde d'enfants. Donc, si l'école est obligatoire, cet obstacle tombe. Je parle comme un livre, ça vaut pour nos personnels municipaux, puisqu'on a un certain nombre de personnels dans les crèches et dans les écoles. Je pense aux ATSEM qui sont, entre guillemets, coincés pour des sujets de garde d'enfants.
si tout le monde respecte l'injonction de rescolariser ses enfants, on va retrouver l'intégralité de nos ressources, exception faite, il ne faut quand même pas l'oublier, des personnels qui ont des restrictions sanitaires, ce qui n'est pas tout à fait rien. Donc voilà. On parlait tout à l'heure de ce confinement où vous n'étiez pas associé aux décisions prises par le maire. On l'a vu dans les médias, ça a été un sujet mis en avant beaucoup localement aussi. Est-ce que vous diriez tout de même que les choses ont été bien faites par votre prédécesseur pour répondre aux attentes des habitants et permettre ce retour à la normale aussi qu'on évoquait il y a quelques instants? Alors, je crois qu'il n'y a pas eu de sujet sur le respect des règles sanitaires. Il y a eu assurément une hyper-communication de mon prédécesseur. Quand on fait une émission de télé quotidienne, alors qu'habituellement on a une émission de télé mensuelle, voilà, on peut parler d'hypercommunication et dont je ne pense pas qu'elle a apporté grand-chose à la population. Voilà, modulo cet élément-là et les coûts induits par cette hypercommunication, il n'y a pas eu, pour moi, de fausses manœuvres. On a accueilli les enfants des personnels soignants, les protocoles sanitaires ont été respectés assez scrupuleusement vis-à-vis des personnels communaux. Après, la ville était quasiment à l'arrêt, hein, donc une fois que la mise en confinement a été effectuée, il restait les services essentiels de santé et l'accès au supermarché. Voilà, donc il y a, voilà, pour moi, pas de fausse note, excepté cette hypercommunication que j'ai trouvée, comme beaucoup d'autres, très coûteuse et qui ne me paraissait pas être une priorité absolue. Voilà. Vous aviez, comme tous les candidats et comme tous les élus, établi votre programme avant la crise du Covid-19. Est-ce que ce programme évolue du fait de cette crise sanitaire et économique qui va toucher, on ne le sait pas encore précisément à quel point la vie du pays et du Chénier au concours, forcément. Est-ce que ça fait évoluer les mentalités 2 mois de confinement? Il y a forcément des éléments qui et un programme aussi du coup. Le programme, il était imaginé pour être mis en œuvre à la mi-mars. On va voter le budget début juillet, donc il y a déjà 3 mois de passé. Le programme était imaginé sans une crise Covid dont on savait qu'elle aurait un impact. L'impact financier aujourd'hui, on l'évalue à peu près à 1 million d'euros pour la période qui est derrière nous. C'est absorbable pour une ville comme le Chénier au concours? On n'a pas le choix, on va l'absorber. On va l'absorber puisque pour la partie budget de fonctionnement, il faudra qu'on soit à l'équilibre. Donc ça veut dire qu'on va renoncer à un certain nombre d'actions, qu'on va rendre des arbitrages. Mais pour répondre à cette question, oui, ça sera absorbable. On va pas être en crise absolue, mais forcément, on renonce à un certain nombre de choses pour faire face à ces obligations. Alors, du coup, concrètement, vous allez renoncer à quoi? Même si vous le disiez, le budget, les arbitrages sont encore en cours. Est-ce qu'il y a des idées, moins de fondamentalement, on va renoncer à rien. On va décaler. En fait, on va décaler. Il y a des choses qu'on aurait pu lancer et financer d'ici la fin de l'année, qu'on va basculer en mode étude pour les réaliser en 2021. L'idée, c'est de ne pas oublier d'inscrire dans le budget 2020, c'est-à-dire celui qui sera réalisé à la fin de l'année, un certain nombre d'études préparatoires pour être en situation de faire des choses en vrai en 2021. Voilà. Donc ça, donc pour ça nécessite aussi des arbitrages, parce qu'à un moment, quand on parle d'études, c'est parfois des études coûteuses. Hein. Pour prendre un sujet assez emblématique de la campagne, la réalisation d'un réseau de pistes cyclables un peu plus significatif, à un moment, c'est des travaux en dur. Voilà. Mais pour faire un réseau de pistes cyclables qui ait du sens, il faut faire des études de circulation, une étude de plan de déplacement urbain. C'est une étude qui ne sera pas complètement gratuite et qu'on veut vraiment réaliser avant la fin de l'année. Celle-là, il faut l'inscrire au budget. Voilà. Mais quand il faut trouver 1 million d'euros dans un budget de fonctionnement de 45 millions d'euros, c'est pas tout à fait rien. C'est pas tout à fait rien. Donc il y a un vrai travail de toilettage, un vrai travail d'ajustement. Donc il y a un certain nombre de chantiers engagés qu'on est en train de revisiter pour en réduire les coûts, hein, ça fait partie des pistes. Mais pas d'annulation, que du décalage. Pas d'annulation, que du décalage. Donc on a, voilà, donc, si je reprends quelques points de votre campagne: moderniser, réparer l'éclairage public, renforcer la police de proximité, rénover un groupe scolaire, créer un réseau de pistes cyclables. Vous le disiez à l'instant. C'est maintenu. C'est maintenu. Alors pour le coup, certaines mesures, on les a sanctuarisées dans le budget 2020. Je pense notamment à la police de proximité. On va recruter 2 policiers municipaux. Donc là, on a fait des arbitrages internes. Il y a des services qui sont moins servis que d'autres, mais on voulait envoyer à la fois un signe fort à la population et à service. Ça fait partie de nos engagements de campagne. Donc on n'a quand même pas renoncé à tout. Et donc dans les arbitrages de ce budget 2020, on a aussi essayé de protéger un certain nombre de choses qui faisaient référence clairement à des engagements de campagne. Et celui-là n'est pas un sujet complètement anodin. Les mobilités, c'est un sujet important pour vous du fait de votre métier? Oui, alors c'est un sujet important, mais c'est un sujet que je ne veux pas bâcler, parce qu'on a aussi beaucoup parlé pendant la campagne de la démocratie locale. Et j'allais évoquer aussi ce point-là ensuite. Il ne vous a pas échappé que le Covid... Ça coûte moins cher, la démocratie locale. Ça coûte moins cher, mais quand vous êtes en mode Covid, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Donc il y a des sujets qu'on veut absolument voir passer au filtre des conseils de quartier qu'on va installer à la rentrée. Donc il y a des sujets qu'on va décaler pour permettre l'installation des conseils du quartier. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire en mai-juin si on avait été élu en mars.
Là, clairement, je ne vais pas installer les conseils de quartier début juillet quand tout le monde va partir en congé. Donc, c'est quelque chose que j'ai décalé. On l'a inscrit dans le budget, mais on va décaler l'installation de ces conseils au mois de septembre-octobre. Et donc, je vais essayer de garder un maximum de sujets qui, pour moi, relèvent du débat local de conseil de quartier pour après leur installation, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre. Alors, je ne pourrais pas le faire sur tous les sujets, mais il y a des sujets que je décale pour permettre au conseil de quartier d'être convenablement installé, de prendre en main leur périmètre, de mettre à leur disposition des outils numériques, parce que malheureusement, il n'est pas exclu qu'on ait une petite deuxième vague, et donc je voudrais que, à ce moment-là, les conseils de quartier puissent travailler avec des outils numériques, et là on n'invente rien, il y a un certain nombre de villes qui ont mis en place ces outils, donc il s'agit vraiment de déployer des outils existants. Quels seront les pouvoirs de ces conseils de quartier précisément? Ils pourront vous faire des propositions? C'est exclusivement du consultatif, donc on n'est pas du tout sur du mini-conseil municipal, donc on est vraiment sur du consultatif. C'est des espaces qui permettent aux citoyens qui souhaitent s'investir un peu au-delà de je vais voter une fois tous les 6 ans, de participer et de donner leur avis sur un certain nombre de sujets que le conseil municipal va mettre en débat. Alors des fois, ce sera des sujets qui ne concernent qu'un seul quartier. Des fois, on va solliciter les 6 conseils de quartier, et comme ça, on aura la prise de température. Mais ça n'est qu'un avis, ça ne nous exonère en rien de prendre nos responsabilités. Mais si vous constatez que toute la population est contre un projet... ça veut dire qu'il faudra qu'on s'arme soit de patience, soit qu'on use de la salive. Il y a des sujets qu'on portera dont on sait qu'ils sont difficiles. On l'a vécu sur la mandature précédente. Moi, j'étais adjoint à la voirie et au stationnement. Quand vous basculez sur le stationnement résidentiel, vous n'êtes pas l'élu le plus populaire de la Terre. Vous savez que vous allez... Et quel que soit le quartier, en général, quand vous dites que c'était gratuit, ça va être payant, ça n'est pas simple. Voilà. Mais à un moment, c'est une décision qui a été portée politiquement, et j'étais solidaire du maire à l'époque, et je suis monté au créneau pour porter ce sujet-là. Donc, à un moment, il y a des sujets dont on sait qu'ils sont difficiles. Après, il y a des sujets sur lesquels... Effectivement, si on voit que les 3/4 des quartiers sont contre, on en tiendra compte. La démocratie locale, c'était un sujet important de la campagne au Chénet-Rocancourt. Et la démocratie locale, c'est aussi les relations avec l'opposition. Il y a désormais qu'un seul groupe d'opposition au Chénet-Rocancourt, avec à sa tête, on le sait, Philippe Briot, l'ancien maire durant 30 ans. Maintenant que c'est vous qui êtes aux manettes, est-ce que vous allez lui tendre la main pour avoir un climat apaisé? Dans quel état d'esprit vous êtes, vous? Personnellement, j'ai pu visionner quelques vidéos sur votre site internet des anciens conseils municipaux. On sent des taquinages, mais pas de tension non plus excessive. Il n'y a pas de tension excessive. Si j'ai écouté attentivement l'expression de notre nouvelle opposition, on a entendu parler d'une opposition constructive. Pour l'instant, on n'a pas vu énormément de signes d'opposition dite constructive. Donc, le temps pour eux aussi de se mettre en route aussi. Oui, de se mettre en route, et puis pour certains d'entre eux de changer de logiciel. À un moment, à commencer par le maire sortant, qui n'a aucune expérience de l'opposition municipale. Ça s'apprend. Exactement. Donc on va les laisser apprendre, on va les laisser respecter un certain nombre de règles du jeu. Quand, à titre d'exemple, le règlement intérieur qui a été voté par l'équipe précédente prévoit que l'expression de l'opposition c'est 1200 caractères et qu'on envoie un texte de 2300 caractères. Soit on n'a pas bien lu le règlement intérieur, soit on est municipal. Et on leur a proposé de revenir dans les purs. On a tous connu les contraintes de 1200 caractères. On peut dire des choses en 1200 caractères. Si un Jean-François Pemry, dont je crois qu'il est journaliste de formation, a du mal à maîtriser l'art de la synthèse. C'est compliqué parfois. C'est compliqué. Bon, je crois que c'est surtout compliqué, c'est de basculer, et je le dis sincèrement, de basculer quand on a été aux manettes dans un rôle d'opposant. C'est contraignant, c'est contraint. La marge de manœuvre d'un opposant, elle n'est pas infinie. Nous la connaissons bien. Donc on sait. La main est tendue pour un climat apaisé. La main est tendue. Surtout qu'il y a une seule opposition. Il y a une seule opposition. Pour faire vivre la démocratie locale, il faut faire. Le seul élément qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant, parce que le temps nous est très contraint, et que c'est que l'avis des commissions, compte tenu, on a 4 conseils municipaux, et donc on n'a matériellement pas le temps, et la loi nous autorise, compte tenu du cadre sanitaire, à ne pas utiliser l'outil commission. C'est un outil que je veux voir s'installer et fonctionner dès la rentrée. En mode normal, c'est là qu'on verra, c'est la place assez naturelle de l'opposition si elle veut être constructive, c'est là qu'on verra si l'opposition a réellement envie de prendre sa part, et on sera attentif. Il n'y a pas de raison, on sait qu'il y a chez nos opposants des gens de qualité, j'en connais un certain nombre, donc on va tendre la main. Après, on n'est pas naïf, on sait qu'on aura sans doute affaire à des provocations. Et puis il y a aussi une affaire en cours d'un point de vue judiciaire, puisque Philippe Briot a déposé un recours devant le tribunal administratif de Versailles pour annuler cette élection. On aura la décision normalement en automne prochain, durant l'automne prochain. Est-ce que c'est tout de même pesant pour vous? Est-ce qu'il y a comme une menace qui plane au-dessus de vous? Vous faites totalement abstraction de ça, vous êtes sûr de vous? Parce que vous avez été élu pour 76 voix, enfin pas par 76 voix, mais 76 voix supplémentaires que M. Briot. Est-ce que ça pèse sur vous, ça, ou... Ça fait partie du jeu électoral, c'est assez classique quand l'écart de voix est faible. Il est
relativement faible, mais il n'est pas ridicule. Donc on a pour le coup profité du temps du confinement pour répondre à ce recours. Donc ce sujet juridique pour nous est traité. Après, bien évidemment, je ne vais pas préjuger de la décision du juge au tribunal administratif, mais j'ai vraiment pas de sujet là-dessus. Ce qui m'a, pour tout vous dire, choqué, c'est que les deux maires sortants, Jean-François Pommery et Philippe Briot, lors de la séance du Conseil du 28 mai, se sont autorisés à dire en Conseil que ce scrutin était insincère. Je trouve qu'ils outrepassent très largement leurs prérogatives et qu'ils ne sont pas respectueux de l'expression des électeurs du Chénéro-Concours. Voilà. Donc ça m'a choqué en tant que citoyen. Après, vraiment, aucun état d'âme. Le recours fait partie du droit administratif, c'est même plutôt un droit important. Donc voilà, ils l'ont exercé, on répond, et voilà. Après, je rappelle qu'il y a une procédure d'appel. Voilà. Et donc, n'en déplaise à certains, on est au moins là pour une bonne année, et que voilà, s'il faut qu'on repasse devant les électeurs, on repassera devant les électeurs. Mais je suis relativement serein là-dessus, et en tout cas, nous on travaille sans se dire tous les matins, il y a ce recours. Ça fait partie du droit et il nous reste quelques minutes seulement. Parlons d'un sujet qui a structuré aussi la vie locale ces derniers mois, ces dernières années. C'est la fusion, la nouvelle commune avec Rocancourt. Est-ce que du fait de cette élection, on peut dire officiellement que c'est vraiment l'entrée en tant que telle de la nouvelle commune Chénet-Rocancourt qui avait été actée le 2 janvier 2019. Elle est née le 2 janvier 2019. C'est clair que c'est la première équipe élue par l'ensemble des habitants du Chénet-Rocancourt. Donc il y a effectivement quelque chose de nouveau. On n'est pas dans la juxtaposition de deux conseils municipaux parce qu'on a vraiment vécu... Ce qui était le cas avant avec 57 conseillers municipaux. Aujourd'hui, 43 du coup. Voilà, 43, mais tous élus sur le même programme alors qu'on avait vraiment une juxtaposition et une forme d'asymétrie, sans du tout faire injure à nos collègues de Rocancourt. Un conseil municipal d'une ville de 3000 habitants, c'est pas le même profil qu'un conseil municipal d'une ville de 30 000 habitants. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus homogène. On a dit dans la campagne que nous considérions que la fusion n'était pas effective, et je pense qu'on a eu raison de le dire, parce qu'on est encore dans une forme de cohabitation, et donc on a vraiment un travail de finalisation qui ne va pas se faire en 15 jours, qui va prendre peut-être le temps d'une mandature, peut-être moins, donc on verra, mais on a vraiment à gommer les frontières dans les têtes, physiquement avec la question du rattachement du bourg de Rocancourt, qui est la partie qui est coupée par les deux départementales, qui vraiment va être la partie dynamique et vivante, parce que c'est là qu'on doit terminer l'aménagement de la ZAC du bourg, c'est là qu'un jour le projet autour de la réutilisation du terrain de l'INRIA va faire apparaître soit des logements, soit de l'activité. C'est la partie potentiellement dynamique de la ville, non pas que l'autre partie ne le soit pas, mais elle est très urbanisée. Donc globalement, il y a peu de bougés. On va bien évidemment continuer à s'occuper de la partie historique du Chénet et de la partie rocancourtoise qui est adhérente à la commune, mais on a un vrai travail, et puis on a un travail d'harmonisation. Pour vous citer un exemple, on a un tissu associatif qui était riche des deux côtés de la commune, mais on a des doublons, on a des clubs en double, on a des habitudes qui ne sont pas les mêmes. Voilà, donc il va falloir harmoniser. Il y a encore des points à mettre en place et sur lesquels travailler. Quel sera le rôle du coup de Benoît Ribert, qui est le maire de la commune déléguée de Rocancourt? Alors, commune déléguée, ça parle pas à tout le monde. Est-ce qu'il a un poids un peu particulier dans votre équipe municipale? Alors, d'abord, il a une délégation importante aux ressources humaines, donc il est élu de la ville du Chénet-Rocancourt, il a une délégation sur toute la commune. Il va évidemment porter une attention particulière à la commune dont il est originaire, parce qu'il a suivi ces années passées en tant que citoyen impliqué l'actualité de ce quartier. Donc il va aider les ex-élus chénésiens dont je fais partie à s'intéresser à la gestion des dossiers importants de cette commune. Mais bien évidemment, on ne va pas recréer l'ancienne mairie de Rocancourt, il le sait, et là, nous allons travailler vraiment main dans la main pour faire en sorte que dans 6 ans, le sujet de la fusion soit plus un sujet, ou en tout cas un sujet pour les historiens, mais que les habitants se sentent tous membres d'une même commune. Et donc on dit, pour conclure cette émission, les habitants du Chénet-Rocancourt, ce sont les Chénet-Courtois. J'avais quelques difficultés, merci pour ces précisions, il faut s'y habituer aussi. Absolument. Merci Richard Delepierre d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le nouveau maire du coup du Chénet-Rocancourt. Merci à vous. L'hebdo politique, c'est terminé pour ce soir. Retrouvez cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. À très vite sur Sensation. L'hebdo politique.